Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le quatrième numéro saison 1 de On va se faire foot. Ce mardi encore, nous sommes avec vous pour 50 minutes d'analyse footballistique avec au menu de la Liga, de la Ligue des Champions et la reprise des matchs internationaux avec les qualifications de l'Euro 2024. Autour du micro ce soir, il y a Daniel à Lisbonne. Salut Daniel. Salut à tous. Ouais, on sent le décalage satellite de suite entre Lisbonne et Lisbonne. Il y a également Giancarlo Bruni il n'est pas à Lisbonne mais qui est à Toulouse. Ciao ragazzi. Et comme On va se faire foot, c'est une émission internationale destinée aux Français d'étrangers qui aiment le foot et le sport, on a décidé de recruter quelqu'un outre-Atlantique. Et donc aujourd'hui, nous rejoint Marc Cabaye depuis le Québec. Salut Marc. Salut à tous, ravi d'être là. On te dit pas bonsoir hein, parce que c'est le milieu de l'après-midi pour toi. C'est ça, c'est 4h30. Exactement. Et sans plus tarder, donc, je vous propose de démarrer avec notre premier thème, la Liga, et plus précisément le Classico, qui a eu lieu dimanche soir entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Le FC Barcelone l'a remporté dans les derniers instants du match 2-1 et semble se diriger vers un nouveau titre de champion d'Espagne. Alors, qu'y a-t-il à retenir de ce Classico? Peut-être rien. Et quels enseignements vous tirez de cette dernière journée du championnat d'Espagne? Et je vais laisser la parole en premier à Daniel. Je laisserai le plus catalan d'entre nous finir. Vas-y, Daniel. Eh ben non, c'était un très beau match. Moi, j'ai vu le match, j'ai assisté au match, bien évidemment, ici à Lisbonne, pas au Camp Nou. Mais moi, j'ai trouvé quand même que dans l'ensemble, c'était assez mérité pour le Barça. Je m'attendais en fait à une plus grosse bataille au milieu de terrain de la part du Real. Je m'attendais à un Modric un peu plus présent, prendre plus d'initiative. Et du coup, moi, en tout cas, j'ai vu l'inverse. J'ai vu un milieu de terrain du Barça plus consistant. Et du coup, ça a très largement affaibli bon, voilà, la performance du Real de Madrid. Euh, dans l'ensemble, le Real perd 3 fois contre le Barça cette année. Donc, c'était une défaite de plus, ou une victoire de plus pour le Barça. Euh, et très, très clairement, le Real, moi, ouais, ils m'ont pas trop impressionné en fait. Et je regardais un chiffre quand même qui reflète un peu ce match-là. On sent une équipe du Real un peu vieillissante. Âge moyen de l'équipe, 30 ans. On est à 29, quelque chose, je ne sais plus combien, mais presque 30 ans. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de. Mais je trouve que c'est une équipe qui vieillit pas très bien en ce moment. Ça reste une équipe de Ligue des Champions. Là-dessus, on est d'accord. Mais en championnat cette année, vraiment, ils sont très en dessous du Barça. Giancarlo. Alors, quoi retenir? C'est bien ça la question. Alors, je vais évacuer tout de suite finalement le côté résultat, parce que c'est peut-être pas le résultat que je retiens, parce que je pense que la Liga, et on avait eu le débat, je pense, il y a quelques semaines, là, je pense elle était déjà jouée quasiment, parce que même en revenant à 6 points, je ne les voyais pas revenir dessus. Euh, Et même, ouais, même si le Real aurait gagné, je pense que ça aurait été trop compliqué de revenir avec la Ligue des Champions à jouer à côté. Moi, c'est pas tant le résultat, c'est plus ce que je retiens, je me suis posé la question pendant que je regardais le match, c'est comment la Liga, elle va gérer l'ère post-Messi-Ronaldo, en fait. Où tu avais des classicos, voilà, où tu avais quand même des enjeux énormes. Je dis pas qu'il n'y avait pas un enjeu important ici, mais où tu avais cette saveur, là où tu avais les deux meilleurs joueurs du monde qui étaient sur la pelouse. Et en fait, moi, je me suis ennuyé un peu, contrairement à ce que dit Dany. Alors, je dis pas que j'ai pas vu un. C'était un bon match de football, mais je me suis ennuyé. Alors, bon, il y a Kessié qui a marqué dans les arrêts de jeu. Alors, j'avais oublié que Kessié jouait au Barça, peut-être volontairement, hein, euh, moi, je me suis ennuyé quand même pas mal sur ce match. Et ça repose, pour moi, la question de l'attractivité de ce championnat, en fait, qui est un débat qu'on a eu la semaine dernière, je crois. Je sais pas si la Liga va rester aussi attractive qu'elle ne l'était pendant les 10 dernières années, euh, avec cette ère post-Messi Ronaldo qu'il faut gérer, quoi. Et maintenant, pour revenir sur le jeu un peu vraiment en lui-même, et là où je suis d'accord avec Dany,
c'est qu'on sent au Real que la transition annoncée depuis longtemps, bon là, on va commencer à être vraiment dans le dur, notamment au milieu du terrain. Mais après, je le contrebalance avec le fait que cette équipe-là, je pense qu'elle commence déjà à se gérer sa Ligue des Champions aussi. Et qu'ils ils savent faire, hein. L'expérience, ils l'ont pour jouer les gros matchs, être là où il faut au mois d'avril et au mois de mai. Donc, ça se trouve vieillissant peut-être, mais peut-être qu'ils sont en train de se gérer aussi à l'expérience pour la suite, quoi. Voilà. Ouais, moi j'aimerais rebondir sur deux points que tu as évoqués. L'attractivité de la Liga, moi j'aurais tendance à dire que la Liga, elle est en pente descendante depuis 20 ans, 25 ans en fait. Même s'il y avait cette période avec Messi et Ronaldo qui aimantait toute l'attraction, on avait quand même l'impression qu'il y avait le Real, le Barça, un petit peu l'Atlético et rien derrière. Moi, pour moi, le pic de la Liga, c'est au début des années 2000 où tu avais vraiment une concentration, une densité d'équipes qui pouvaient être championnes et pas que le Real et le Barça. Tu avais la Corogne qui pouvait être champion, tu avais Valence qui pouvait être champion, tu avais l'Atlético Madrid qui pouvait être champion, ce qui faisait que le Real, même à l'époque des Galactiques, quelquefois, terminait que quatrième du championnat, tout en gagnant la Ligue des Champions. Donc, elle a un peu l'impression finalement que la Liga, elle sème un peu, elle récolte les fruits de ce qu'elle a semé pendant 20 ans, où ils ont dépensé sans compter. Des fois, on sait qu'il n'y a pas de DNCG en Espagne, en tout cas qu'il n'y en avait pas, que Javier Tebas, il a mis en place des systèmes de contrôle financier, notamment sur la masse salariale, pour pouvoir enregistrer les joueurs dans le championnat et qu'on a vu que ça avait posé problème, notamment au moment du renouvellement du contrat de Lionel Messi, et que c'est la raison principale qui l'a fait quitter la Liga. Donc finalement, c'est un championnat qui a vécu au-dessus de ses moyens pendant 10-15 ans et qui là, finalement, effectivement, rentre dans le rang, comme tu l'as dit. Mais ce n'est pas pour autant que le Classico perd de sa saveur. Je trouve que hier, on a assisté à un beau match. Il y a eu deux périodes, enfin deux périodes. Il y a eu une période de 20-25 minutes où le Real était dominant, notamment au milieu de terrain, avec Camavinga qui faisait des passes qui transperçaient les lignes et ça a créé pas mal d'occasions. Finalement, là où le Real a pêché pour moi, c'est devant, que ce soit Vinicius ou Benzema. Ils n'ont pas réussi à exploiter, les quelques passes de Modric qui étaient quand même, certaines étaient quand même, on retrouvait du grand Modric, et Camavinga qui était assez rayonnant au milieu de terrain. Et après, le Real s'est éteint et le Barça, au fur et à mesure, a pris le dessus. Et c'est vrai que moi, je te rejoindrai. Moi, je pense j'ai quelquefois du mal à comprendre les compositions d'équipe de Xavi, même si hier, il a eu raison. Par exemple, moi, Sergi Roberto, je n'ai pas compris pourquoi il a débuté. Je ne comprends pas pourquoi Kessié est si peu titulaire dans cette équipe, alors qu'à chaque fois qu'il rentre, ou même quand il joue en Coupe d'Espagne, on l'a vu déjà, sur le Classico de Coupe d'Espagne, c'était lui le meilleur Barcelonais sur le terrain. Voilà, on a un Barcelone qui a l'air de faire petit à petit sa mue. Ce n'est pas encore extraordinaire. Moi, je dois dire que pour moi, Xavi, il passait hier au révélateur parce qu'effectivement, il va être champion d'Espagne. Il va être champion d'Espagne parce que le niveau de la Liga, il a baissé. Et qu'une fois que tu as gagné, une fois que sur le Classico, tu ne prends pas de retard et que le Real trébuche ici ou là et que tu prends de l'avance, 9 points d'avance, c'était déjà un gouffre. 12, c'est impossible à rattraper. Il va être champion, mais j'oublie pas que depuis un an et demi, dans les gros matchs, il s'est toujours raté. Il s'est toujours trouvé. Que ce soit contre l'Inter, que ce soit contre le Bayern. Ils ont été éliminés 2 fois en phase de poule, de Ligue des Champions, en Ligue Europa, ça fait sortir à chaque fois. Voilà. Donc finalement, c'est le premier gros rendez-vous où Xavi prend date. Donc ça donne un petit peu d'espoir au peuple barcelonais. Maintenant, oui, effectivement, on n'est pas dans les classicos qu'on a connus ces 10 dernières années. Mais j'ai aussi le souvenir de Classico il y a 25 ans quand le Barça joue avec Meo Codro en pointe après la Dream Team de Guardiola. C'était pas des Classicos de feu de Dieu. Mais le stade était toujours plein. Il y avait une ambiance de dingue et c'était un rendez-vous que personne ne voulait manquer. Et du coup, ça fait la transition avec notre ami Marc, qui était un grand fan de Meo Codro. Je te laisse la parole, Marc. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, que vous avez évoquées. Moi, j'ai vu un match qui ressemble beaucoup au Barcelone à l'heure actuelle, c'est-à-dire ils sont très pragmatiques. Moi, je pense que Xabi, je l'ai vu jouer, j'ai eu la chance de le voir jouer, j'ai vu des équipes extraordinaires avec lui, mais on est loin du Barça brillant que j'ai pu voir avec des milieux de terrain incroyables, des créateurs de fou. Là, je vois vraiment du pragmatisme. Ils ont peu d'occasions, puis ils marquent. Ils ont un super attaquant, c'est Lewandowski. Et puis,
quand c'est pas lui qui marque, eh ben, c'en est d'autres. Puis ils encaissent peu de buts. Donc c'est une équipe à la Simeone pour moi. C'est vraiment plus, il est plus proche de ça pour moi que de Il y a Cruyff ou peu de choses en moins quand même. Guardiola. Puis du côté de Madrid, finalement, le meilleur joueur hier, c'est pour toi. J'ai pas vu de Benzema, il est très très loin de son niveau, mais Benzema, il est blessé depuis qu'il a eu le Ballon d'Or. Je sais pas ce qui se passe, mais il enchaîne les blessures et il n'arrive pas. Hier, tout ce qu'il a tenté, il a été très décevant. Quant à tactiquement aussi, Xabi, il a bien joué le coup en mettant Araujo, il a déplacé latéral droit et il l'a mis sur le Brésilien dont le nom m'échappe là, Vinicius. 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 Et à chaque fois qu'il fait ça, Vinicius a du mal et retombe dans ses travers de tout droit et puis de vouloir s'en sortir tout seul. Et quand Benzema est pas bon et puis que Vinicius l'est moins, ben, le Real Madrid étant vieillissant, effectivement, ben, il se passe plus grand-chose. Donc j'ai vu un classico à l'image des derniers classicos, c'est-à-dire très moyen. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les 25 ans. Je ne sais pas, Mehdi, tu parlais de 25 ans de Liga qui était. Pour moi, la Liga, les 20 dernières années, elle a survolé tous les championnats. En Europe, ils ont quasiment tout raflé. Ils étaient de très très loin. C'était un championnat extraordinaire. Il n'y avait pas que Messi, Ronaldo. Ça, c'était les têtes d'affiche. Mais derrière, il y avait des joueurs. Il y avait en Espagne, il y avait un vivier important. Et puis, ce qu'il y a, c'est que l'argent n'y est plus. Et quand il n'y a plus d'argent, ben, il faut des idées. Et les idées, ben, il faut les mettre en place. Il faut du temps pour ça. Barcelone, ils s'en sortent. Ils vont s'en sortir, je pense, parce qu'on va laisser du temps à Xabi. Mais Xabi, il aurait pu tout à fait se faire virer si ça n'avait pas été Xabi et que ça avait été un autre. Vu les résultats en Europe, très décevants, hein, parce que bon, ben, c'est très décevant quand même de se faire sortir comme ça. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris. Et Sergi Roberto, oui, je suis d'accord avec toi. Il est là, on se demande pourquoi, mais c'est l'homme du match. Donc, bon, à la limite, du coup, pas grand-chose à dire de plus à ce niveau-là. Moi, je suis surpris que tu compares cette équipe à une équipe de Simeone, quoi, dans sa façon de jouer, parce que, enfin, quand même, t'as pas la grinta et le bleu de chauffe que tu peux avoir dans un milieu de terrain du Barça, comme tu peux l'avoir dans un milieu de terrain de l'Atlético depuis 10 piges, quels que soient les joueurs que tu mets d'ailleurs. Enfin, moi, les joueurs du Barça, enfin, les milieux, à part Busquets, mais il est au bout, Busquets. Tu Ah vas oui, pas à la guerre avec, tu vas pas à la guerre avec ces ah non. joueurs-là. Mhm. Donc, à un moment, quand tu vas cranter sur des matchs de très très haute intensité, très haut niveau, et c'est là où, dans ce que disait Dani, c'est surprenant que le Real ait pas pu mettre cette intensité-là au milieu du terrain qu'ils ont l'habitude de mettre. Mais enfin, ouais, t'as pas des joueurs, des guerriers du milieu du terrain dans cette équipe-là, quoi. Enfin, moi, je trouve. Alors, j'ai pas dit que ils avaient le potentiel pour faire ce que Simeone a fait, parce qu'effectivement, il n'y a pas la grinta. Moi, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas les mêmes soldats, en fait. Ouais. Mais ce que je voulais dire dans le pragmatisme, dans le fait de vouloir des fois défendre un résultat plutôt que de vouloir rajouter. Allez, Hum. plutôt si tu gagnes 1-0, ben, de se contenter de ce 1-0 là et de vouloir verrouiller. Chose qui est très surprenante, c'est pas du tout l'ADN du Barça, en tout cas de ces Et dernières là, mais, années. Ouais. et là où, pour revenir à Kessié, je pense que ce mec-là est pas Barça compatible, en fait. Ce gars-là, c'est un soldat. C'est un soldat et je pense qu'il n'est pas compatible avec la philosophie de jeu de Xavi. Et c'est pour ça qu'il joue pas beaucoup. Ouais, 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 tu l'as dit. Moi, d'ailleurs, je pensais que Xavi, après le recrutement de cet été, allait opter pour quelque chose de plus audacieux, tu vois, un 3-4-3 un peu à la sauce Cruyff, avec Kessié devant la défense, devant le défenseur central, parce qu'il aurait apporté cet impact physique et un peu ce qu'était Rijkaard dans l'Ajax de Van Gaal, tu vois. Et pas du tout, en fait. Il reste avec ce vieillissant Van Gaal, avec ce vieillissant, pardon, Busquets. Et pour rebondir sur ce que disait Marc, je vais donner la parole à Dani. Je ne sais pas si vous avez vu les notes dans la presse espagnole ce matin, mais donc Benzema, il a 0 chez As. Ah ouais. ils sont un Donc peu excessifs, vraiment, les Espagnols. il semble en Bah, perdition. Je ne sais pas, Dani, justement, ce que tu justement, as pensé de son match. c'était mon propos. Bah, justement, tu m'as
tu m'as retiré une info justement que j'allais vous donner, mais finalement tu l'as. Mais j'ai vu aussi Marca, qui est le journal madrilène en fait, hein. Ils n'ont pas été tendres avec Benzema, ils lui ont filé qu'une étoile, alors qu'habituellement, ils sont quand même assez sympas avec lui. Et globalement, effectivement, la presse, elle a été quand même dure avec l'ensemble de l'équipe, mais spécialement avec Benzema. Ben oui, je pense que la presse commence à envoyer des messages et des signaux Ouais, à la présidence du Real. exact. Dire, là, il faut commencer à entamer quelque chose, quoi. Ouais, Oui, ils ont déjà pensé à le ouais, remplacer, ouais. effectivement, ou du moins à trouver oui, quelqu'un qui va être en concurrence avec lui, ce qui n'est pas le cas pour Ouais, l'instant. Donc, ils sont en train de chercher, je pense, en tout cas. Ben, il a 35 ans, hein, à un moment donné. ouais, après, quand t'es le Real, tu trouves, hein. Je suis pas Oui, c'est inquiet. ça. Ils ont l'argent. Eux, ils ont Mais ça l'argent. Avec annonce un une. club qui a très, très bien géré, et ils ont l'argent à l'heure actuelle pour recruter. Donc, il n'y aura pas de problème, je pense, pour le faire. Bah, ils attendent Mbappé, hein. Ouais. Il risque de l'attendre longtemps, mais ça annonce une fin de saison un peu, ça annonce une fin de saison un peu spéciale en Liga parce que le Barça aujourd'hui a 12 points d'avance. Moi, si j'étais le Real, je commencerais à regarder derrière puisqu'ils ont que 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Bon, ils ont un peu plus de. 5. Ils ont 5. Ouais, bon, enfin, Ah, ils ont pas. Ils ont l'équivalent de deux tant mieux. matchs. Ah, sérieux. Et ils ont, je crois, bon, 9 points d'avance avec le quatrième. Ils devraient se qualifier facilement pour la Ligue des Champions, mais sans doute pas dans un standard qui était le leur ces dernières saisons. Ça nous permet de faire quasiment la transition avec le deuxième thème. Il leur reste plus quasiment à jouer que la Ligue des Champions parce qu'en Coupe du Roi, ils sont très mal engagés. Donc voilà, ça nous amène tout naturellement vers notre deuxième thème qui est la Ligue des Champions, puisqu'après les huitièmes de finale retour de la semaine dernière, on connaît maintenant l'affiche des quarts de finale et les tableaux, que ce soit dans le haut du tableau ou le bas du tableau. On s'aperçoit que dans le haut du tableau, finalement, on a on va dire, les favoris traditionnels de la compétition, Manchester City, le Real, le Bayern et Chelsea, avec un point commun que ces équipes, les quatre équipes en question sont bien mal embarquées en championnat, puisque même le Bayern aujourd'hui est deuxième de Bundesliga, s'est fait passer devant ce week-end par Dortmund. Et dans le bas du tableau, on a des outsiders, notamment Benfica et le Napoli. Pour l'instant, je ne cite pas le Milan AC de Giancarlo, mais juste par ligne éditoriale, qui sont eux, en revanche, des outsiders qui sont leaders dans leur championnat. Donc finalement, on a une Ligue des champions assez ouverte. Et donc ma question est assez simple. Qui voyez-vous comme favori dans cette Ligue des champions? Et si on joue au jeu des pronostics, quelle est l'affiche que vous pronostiquez en finale? Giancarlo. Bon, bon, je pourrais vous faire une réponse de cœur, hein. Vous, vous vous doutez de ce que je vais dire. Oui, Euh, l'Inter. donc, salaud. Ah, le Milan AC a une chance d'aller en finale, mais bon, au fond, très objectivement, j'y crois pas. Ils sont trop en retrait. Euh, Moi, ce que je trouve magique dans cette compétition, quand même, c'est que depuis des années, on a déjà eu l'occasion de s'en parler, c'est qu'il y a toujours une équipe qui, grâce au jeu et à l'engagement qu'elle a, elle arrive à se détacher un peu et à faire une demi-finale au moins. Alors, je pense à l'Ajax, évidemment, Villarreal. Je trouve que c'est ce qui fait un peu la magie de cette compétition-là. Et là, c'est encore plus exacerbé par le fait qu'il y ait deux tableaux vraiment séparés entre, tu l'as dit, ceux qui sont les plus souvent favoris en haut de tableau et puis les autres équipes. Mais pour moi, les équipes qui se détachent vraiment dans le jeu, alors, par l'intensité, la générosité et l'inventivité aussi qu'ils mettent dans leur façon de jouer, c'est le Benfica et le Napoli. Moi, je trouve que ces deux équipes-là se détachent parce qu'elles montrent un football qu'on n'avait plus forcément l'habitude de voir. Alors, j'ai regardé Naples, vous voyez un peu ce que je suis en train de faire. Je regarde des matchs du Napoli maintenant. Euh, c'est une équipe qui propose une variété, qui a une palette technique et une variété tactique, notamment offensive, que je trouve assez agréable à voir et puis qui dénote un peu par rapport au football qu'on peut voir dans ces compétitions-là. Donc moi, je détacherais dans le jeu Benfica et Napoli. Et puis après, par contre, tu as un paramètre qui est fondamental sur les 5 derniers matchs de cette compétition, c'est l'expérience, quoi. C'est que pourquoi les équipes qui proposent du jeu, qui sont hyper joueuses, qui s'engagent à fond, en général, elles arrivent rarement en finale. C'est parce qu'elles tombent toujours sur un des cadors de la compétition, qui a l'habitude de ces matchs-là, qui sait comment les gérer, qui sont très bons dans leur temps faible, parce que ça, c'est une des clés.
Je crois que je cite Guardiola. C'est pareil, vous imaginez à quoi j'en suis rendu. C'est qu'il disait on gagne les matchs sur la façon dont qu'on a de gérer ces temps faibles. Et je pense que ces équipes-là, comme le Real, que je mettrais en expérience comme la meilleure équipe avec le Bayern, ont cette culture de la gestion de ces temps-là. Et donc, si je devais faire un mix, je mettrais plutôt Benfica, parce que j'ai un faible pour cette équipe-là, en favori outsider. Et Real, donc pour moi, ce serait plutôt une finale Real-Benfica. Vous voyez, je ne mets pas City dedans parce que en expérience, parce qu'ils ont surtout l'expérience de la défaite, hein, City finalement, qu'autre chose, quoi. Donc Real Benfica pour moi sur la finale. Donc, une finale qui sent bon les années 60 et les cheveux longs, quoi. C'est ça. Marc, Comme Luxonor. comme Luxonor. Ouais, Luxonor, bon, si on veut les années 60. Superbe Ouais, transition. Je vous en prie, les gars, c'est cadeau. ouais, merci pour la transition, John. Disons que je suis d'accord avec ce que dit Giancarlo sur l'expérience. Le Real, on a toujours, depuis ces dernières années, tendance à les enterrer, puis à chaque fois, ils arrivent au bout. Hein. Donc, la petite nuance que je ferai cette année, c'est que le Real se déplacerait à 2 reprises lors du dernier match. Donc, quart de finale et demi-finale. S'ils se qualifiaient après les quarts de finale, ça serait en demi-finale la même chose. Ça ne serait pas le retour à Bernabéu comme ces dernières années. Donc, avec le club vieillissant et puis cette donnée-là, je pense pas que cette année, ils s'en sortent. Voilà, je On pense sent pas. qu'ils les aiment pas quand même. Hein. On sent qu'ils les aiment pas quand même. J'essaie d'être neutre le plus possible, mais je pense que cette année, ils passeront pas. Et je pense que même Chelsea va les. Je ne sais pas si on prend cas par cas ou si on y va direct, quels sont mes favoris en tout cas, mais si je Ah, parle du vas-y, match vas-y contre. direct, mais on a compris. De toute façon, on a vu ton fond Et d'écran voilà. barcelonais. Donc, Donc... je pense que. On n'avait pas de doute. Hein. Faut citer un Barça en finale, c'est pas bon. Hein. Je pense que. Ouais, Il manque je plus que le pense maillot. que Il te manque plus le que le maillot, Bayern Marc. Hein. pour les. Que le Bayern va être finaliste. Hein. Et je pense qu'au final, ils vont l'emporter. Ce serait scandaleux. Ils sont solides. Puis, je pense qu'ils iront au bout. Je ne vois pas Manchester City. À chaque fois, il y a un truc qui va se passer. Tactiquement, des fois, Guardiola, moi, je l'adore, à la différence de certains. Mais des fois, il tente des coups tactiques dans des gros matchs et bizarres. Et à la fin, au final, ça ne passe pas. Je ne vois pas le Bayern ne pas l'emporter cette année. Je suis heureux qu'il y ait un finaliste de toute façon surprenant, puisque ça sera soit Milan, soit Naples, soit Benfica, soit l'Inter. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera surprenant. Moi, je vois un Bayern-Naples Naples en finale. Dani? Euh, écoute, moi, je rejoins beaucoup ce qu'a dit Jean-Carlo aussi. C'est vrai que Ligue des Champions, c'est une culture entre le jeu, l'expérience et la rigueur aussi. J'ajouterais peut-être la rigueur, où effectivement, tu as des équipes, tu l'as dit, le Real, Chelsea, enfin Chelsea moi, mais le Real, Bayern, c'est quand même une très grosse culture de Ligue des Champions. Et de l'autre côté, il y a du jeu, effectivement. On a le Benfica cette année qui fait un championnat magnifique. Personne n'a de doute sur le fait qu'ils vont être champions au Portugal. Ils ont déjà, depuis le week-end dernier, 10 points d'avance, puisque Porto a fait match nul. Donc, ils sont tranquilles sur le championnat. Ils ont un banc cette année, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et vraiment, ils produisent un jeu. Schmidt, qui est arrivé donc, en début de saison, a transformé l'équipe. Vraiment un jeu qui est construit vers l'avant, du très très beau jeu, avec une rigueur défensive en plus. Ils ont un très très bon gardien. Donc, ça peut être la bonne surprise. Malheureusement pour les Italiens, puisque moi, dans ma prévision, je vois dans le bas du tableau Benfica aller au bout. Je prévois une demi-finale Benfica à Naples.
avec une demi-finale Real Bayern de Munich, et ensuite une finale Bayern-Benfica, avec une victoire pour le Bayern. Ok, bah moi je ne suis pas très 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 loin non plus de vos analyses. Alors c'est vrai qu'on a un quart de finale qui va être extraordinaire. C'est le quart de finale entre le Bayern et Manchester City, puisque ces deux équipes qui ont une réputation d'être joueuses, en fait, sont les deux équipes qui ont la meilleure défense de la Ligue des Champions, avec 2 buts encaissés pour le Ouais. Bayern et 3 buts de City, et 3 buts pour City. Donc on a finalement deux équipes qui proposent du jeu, mais tout en étant finalement à contre-courant, c'est-à-dire solides sur leur base arrière. Donc ça va être, à mon avis, une bataille tactique assez impressionnante parce que c'est aussi des équipes en fait, qui défendent en attaquant, en avançant. Donc il va y avoir une opposition de style assez intéressante. Je rejoins Giancarlo sur l'expérience. Et plus que sur l'expérience, je dirais sur des leaders qui ont l'habitude de gagner. Parce que c'est vrai que City, finalement, au fur et à mesure des saisons, à force de rater, d'être très proches, ils sont à chaque fois en demi, en finale, euh, ils ont des joueurs qui ont acquis l'expérience de ces matchs européens, mais ils n'ont pas des joueurs qui ont un palmarès dans cette compétition européenne. Que ce soit Gundogan, que ce soit De Bruyne, que ce soit Haaland, que ce soit Mahrez, que ce soit Bernardo Silva. Finalement, c'est des lucky losers. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même dans leurs anciens clubs, ils sont arrivés loin, mais ils n'ont jamais décroché la timbale. Ce n'est pas le cas au Bayern. Il y a une expérience, effectivement, il y a une expérience de la Ligue des Champions et un groupe qui a l'habitude de gagner, qui, à mon avis, fait qu'ils vont passer ce quart de finale. Et je dirais la même chose du Real Madrid face à Chelsea, puisque bon, Chelsea n'est jamais aussi dangereux que quand ils sont largués en championnat. Toutes les belles performances qu'ils ont fait en Ligue des Champions, toutes les épopées qu'ils ont fait en Coupe d'Europe, c'est à chaque fois qu'ils étaient largués en championnat, que ce soit avec Di Matteo à l'époque ou avec Di Matteo et avec Tuchel il y a 2 ans, ou en Europa League avec Benitez. Ils avaient gagné contre Benfica en finale d'ailleurs. Donc c'est une équipe qui est dangereuse quand elle n'a plus que l'Europe à jouer. Mais je pense que le Real à l'expérience va passer. Et dans le bas du tableau, je ferai un peu la même analyse. C'est sûr que Naples, c'est l'équipe la plus belle à avoir joué. Je ferai une passerelle avec le thème qu'on a abordé la semaine dernière. Euh, le petit Géorgien, l'ailier gauche, qui est extraordinaire, dont je ne saurais pas prononcer le nom. Je ne sais pas si vous savez, mais Willy Sagnol, quand il est devenu sélectionneur de la Géorgie, il a proposé partout en Ligue 1. Oui, Et en Ligue 1, on a tellement des recruteurs tout le monde extraordinaires lui a rayonné. Tout le monde lui qui a l'ont rayonné. recalé de partout. Notamment, le premier club à qui il avait proposé Willy Sagnol, je crois, c'est à son ancien club, c'est à Saint-Etienne. Ils n'en ont pas voulu. Il a trouvé, il a trouvé preneur à Naples et il fait aujourd'hui les beaux jours de Naples. C'est dire que, bon, au-delà de l'argent, on a quand même un championnat en France où on n'a pas des recruteurs très, très, très avisés sur la qualité de certains joueurs à faire signer. Donc, c'est vrai que Naples, ils ont le plus beau jeu, ils ont la meilleure défense d'Italie, ils ont la meilleure attaque d'Italie. Donc, très logiquement, ils devraient normalement passer contre le Milan AC. Par contre, ce qu'ils n'ont pas, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas de leader dans ce groupe qui ont l'habitude de gagner des matchs, qui ont l'habitude de gagner les matchs qui comptent. C'est-à-dire que mine de rien, au Milan AC, il y a Giroud, il y a Ibrahimovic, il y a des joueurs qui ont l'habitude de ces matchs-là à couteau tiré ou voilà. Ils vont le faire vriller à Osimhen. Osimhen, il va péter un plomb à la 18e minute. Ben, non mais c'est ça, tu vois, non mais c'est ça. Sur ces matchs-là Ouais, en ça fait jeu, partie du truc, ouais. genre, on a parlé, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, où on parlait de la culture européenne du Real Madrid. C'est pareil, le Milan AC derrière le Real Madrid, c'est sans doute le club qui a la plus grosse histoire européenne. Alors, ok, ils sont un peu loin en championnat cette année par rapport à Naples, mais sur un aller-retour, je suis pas sûr que ça passe. Je me méfie des matchs entre équipes de même pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était en 2004, quand Arsenal était invincible. Ils avaient joué en quart de finale Chelsea et tout le monde les voyait vainqueurs, champions d'Europe, etc., etc. Le seul match qu'ils ont perdu cette année-là, c'est contre Chelsea et ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Donc moi, je mettrais un petit billet sur Milan AC, voilà, pas pour Merci, faire Mehdi. plaisir à Giancarlo, mais par rapport justement à ce manque de leader à Naples et cette culture européenne. Et même si mon choix du cœur, ça serait de voir un Benfica-Naples en demi-finale, parce que je pense que déjà, parce qu'avec Dani, on est sur place. Et je pense que ça sera au niveau européen le match de l'année, puisqu'on a les 2 meilleures attaques d'Europe. Donc, j'aimerais beaucoup voir ce match en vrai. Mais je pense qu'on aura une demi-finale Benfica-Milan, une demi-finale Real Madrid-Bayern et une finale à la grosse cote Bayern-Milan AC. Voilà.
On a Voilà, tout noté là. donc la demi-finale Benfica-Milan, je dors chez toi. Évidemment. Donc voilà, et puis ce qui est assez passionnant, on a eu ce débat la semaine dernière sur le réel niveau du championnat portugais. Là, finalement, dans le bas du tableau, vous avez Benfica qui va jouer la Serie A. On va voir quel est le réel niveau du championnat portugais. Et ouais. Et si vraiment, voilà, il y a quasiment, il y a 3 des 4 premiers du championnat italien, ce qui me permet de préciser que la Lazio est deuxième, hein, après avoir battu la Roma. Bravo, Mehdi. Donc là, on est Une belle 4. affiche. Yes. On est 4. Il n'y en a aucun qui prévoit un vainqueur anglais, quoi. Qui est censé Non. être le meilleur championnat à l'heure actuelle. Non, Ben, non, ouais, non, mais si. C'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où on attire des grands joueurs, c'est là où. Et Mais aujourd'hui, c'est pas là où il y a le plus de titres européens. Pardon? C'est pas là où il y a le plus de titres européens. Non, y compris ces dernières années. Y compris ces C'est- dernières années. Ah ouais. C'est l'Espagne qui a souvent gagné la Ligue des Champions ces dernières années. Mais Exact. moi t'as l'info que l'info Chelsea. que, l'info T'as que que je vois Chelsea qui l'a de. gagné. Dis-moi, Giancarlo. T'as que Chelsea qui l'a gagné. Et City. Dans les Ouais, ouais. dernières années. Après c'est, sur les 10 dernières Ouais. années, c'est quasiment que les Espagnols. Ouais. Et moi, je crois que la grosse information, on verra si l'année prochaine ça se confirme, mais on a un championnat italien qui revient vraiment au premier plan. S'ils avaient 8 engagés en Coupe d'Europe en début d'année, ils en ont 6 au stade des quarts de finale, toute compétition confondue. C'est quand Alors, même, en c'est Coupe quand même une d'Europe, sacrée performance. T'enflamme pas, Mehdi. ouais, Vous enflammez pas pour pas le. sûr que ça Vous se enflammez confirme. pas. Vous enflammez pas. non, Ouais, mais justement, tu vois, c'est qu'effectivement, moi j'ai regardé des classicos de la Serie A là, ce week-end, et notamment le Inter-Juventus. Bah, j'ai trouvé ça pauvre quand même, hein. ouais. Sur deux équipes qui sont censées être des locomotives du championnat, j'ai J'allais y trouvé venir. ça Ouais. pauvre, vraiment. Dans le jeu, dans ce qui était proposé au milieu de terrain. Moi, du coup, ça m'inquiète parfois pour la squadra, quoi, parce que des fois, j'ai peur que ce soit insuffisant pour pouvoir rivaliser au niveau national. Mais bon, il y a d'autres arguments, on en parlera tout à l'heure. Ouais, parce qu'on t'anticipe sur la partie prono. C'est ça. Mais bon, en tout cas, on prend les paris là. Je note les paris de tout le monde pour voir si quelqu'un arrive à me rattraper pour le jeu des pronos avec vos paris Allez, avec vos paris sur les pronos de la finale de la Ligue des Champions. Et on va passer sans plus tarder au troisième thème. Cette semaine, les championnats nationaux font relâche puisque c'est le retour des matchs internationaux avec les premières journées de qualification de l'Euro 2024. Didier Deschamps, jeudi dernier, a donné sa première liste post-Coupe du Monde, une liste quelque part dans la continuité de la liste des joueurs présents au dernier mondial au Qatar, puisqu'on note seulement l'apparition de 3 nouveaux, pour certains qui ne sont déjà plus là. Le rendez-vous contre les Pays-Bas samedi et l'Irlande, 2 gros rendez-vous cette semaine, vont donner des indications sur le renouveau de l'équipe de France et sur la continuité de ses performances à la Coupe du Monde. Donc ma question est simple. Qu'est-ce que vous pensez de la liste de Didier Deschamps? On s'aperçoit qu'on a toujours cette petite faiblesse chez les arrière-droits. Et est-ce que vraiment cette équipe est condamnée à jouer sans arrière-droit encore 4 ans? Ou est-ce qu'il va falloir rappeler William Ayache outre-tombe pour finalement solidifier la défense de l'équipe de France? Marc, je te laisse la parole. On parle de William Ayache, on aurait pu citer Michel Bibard. mais il était pas arrière droit, William Ayache. Mais Et là, il était Non, le polyvalent, seul William Ayache, arrière-droit. qui jouait arrière-droit, Arrière-droit. ou Non, arrière-gauche. le seul. Non, le latéral droit. Je tiens à m'excuser parce que j'ai employé le terme outre-tombe. Je tiens à m'excuser auprès de la famille de William Ayache. Il n'est pas encore décédé. Exactement. Non, et William Ayache n'était pas latéral droit. On se souvient D'accord. tous de Jean-Christophe Touvenel, qui était lui latéral droit à Bordeaux pendant ses plus belles années. Il a été champion 3 fois. Ouais, non, mais là, en même temps, c'est parce que toi, tu préfères les moustachus à la dégaine d'Astérix. Non, mais au moins, il a été champion, tu vois, et à son poste. Et il marquait des buts en plus. Je suis désolé, Ouais, mais là, William Ayache, comme Michel Bibard qui a été cité par Marc, était champion avec le FC Nantes. Mais bon, bref, passons. Marc, je te laisse. Là, on a perdu tous les mecs qui sont nés après 95, vous le savez. Là, tu nous as flingué l'audimat des moins de 30 ans, quoi. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, comment dire, Michel Bibard, c'était Benjamin Pavard, quoi. Non. Et Jean-Christophe Touvenel, c'était Léo Dubois. Bon, sur ce.
Ouais. Je laisse la parole à Sans Marc. transition. Sans transition aucune, Marc, tu dois démarrer si tu as envie. Michel Bibard, qui a connu que deux clubs dans sa carrière, Nantais, je crois, le PSG, si Le je ne m'abuse. PSG, Euh, ce débat-là sur les postes de latéraux, latéral droit surtout, ça fait des années que on s'en fout. ça, je te laisse là détenir ton propos, en tout cas. Mais en tout cas, oui, si je rebondis sur on peut dire oui, c'est un poste dont on pouvait se fiche à l'époque, effectivement, parce que le poste de latéral, c'était défensif et puis souvent loin de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le défenseur latéral moderne, c'est-à-dire qu'on lui demande de monter et de descendre, donc on lui demande de bien défendre et en même temps d'attaquer, de savoir centrer, ce qui n'est pas toujours le cas des joueurs. Et ce qui fait, on n'a pas vraiment ça fait des années qu'en France, on n'a pas vraiment de latéral droit de formation. En fait, c'est comme si ça n'existait pas. Ce qui fait qu'on est obligé de demander à des à des défenseurs qui aimeraient être des défenseurs centraux de basculer sur la droite. Donc là, il y a Benjamin Pavard qui ne s'est jamais caché vouloir jouer comme défenseur central. Puis tu as Jules Koundé, la même chose. Donc ce qui fait qu'on est bien embêté parce que je pense que ça demande quand même une certaine habitude. Je lisais finalement l'autre jour une interview qui avait été faite il y a quelque temps avec Jallet, je crois, sur les latéraux, qui expliquait que, en fait, on le devient à force de l'habitude, un latéral. Un bon latéral, ça se pratique parce que ça demande une bonne communication avec l'attaquant droit, par exemple, pour qui permute quand je monte. Est-ce que tu vois, il faut vraiment qu'il y ait une habitude qui se fasse. Et à l'heure actuelle, ça se prépare que moyennement, en fait, hein. Et on a finalement aujourd'hui deux latéraux qui sont frustrés, mais qui sont quand même de niveau assez bon, hein. Aujourd'hui, on a Benjamin Pavard qui a été boudé pendant la Coupe du Monde, mais qui aujourd'hui, au Bayern, fait des matchs qui sont excellents. Et puis, tu as Jules Koundé, qui est un des joueurs les plus utilisés par Xabi en cette année 2023. À l'heure actuelle, oui, on a des problèmes, mais ça a toujours été ça depuis des années. C'est pas nouveau. Ça fait 2, 3 ans, 5 ans qu'on en parle. Il n'y a pas vraiment de latéral droit de formation. En fait, bon, déjà, je constate que tu as des saines lectures, puisque tu lis Christophe Jallet, donc je vais être obligé de citer Mathieu Bodmer, je pense. Mais auquel cas, dans ce cas-là, on risque de parler cuisine, donc je vais revenir, je vais revenir au football. Euh, Finalement, moi, je pense que le dernier latéral droit de métier qu'on ait eu en équipe de France, on en a parlé tout à l'heure, c'est Willy Sagnol. Oui, Samuel. Bah oui. Au-delà, avant Willy Sagnol, on avait Lilian Thuram, qui était un Grave. défenseur central de formation et qui jouait défenseur central en club. Et après, on a eu Bakary Sagna et je ne sais plus qui à la Coupe du Monde 2018. Si, à la Coupe du Monde 2018, on avait Pavard. Ouais, voilà. Donc, en fait, on a eu le dernier grand latéral droit qu'on a eu en équipe de France, c'est Willy Sagnol. Et même Willy Sagnol, je crois qu'à Saint-Etienne, il a démarré libéraux. Ce n'est pas un arrière-droit de formation. Il me semble que ses premiers matchs en pro, il n'était pas arrière-droit, mais il faudrait vérifier cette information à la Jean-Paul Olivier. Mais c'est vrai on a un problème en équipe de France sur ce poste. Comme tu dis, Benjamin Pavard et Jules Koundé, ils ne font pas des mauvais matchs en club, mais ils ne font pas des matchs comme arrière-droit. Euh, Très majoritairement, Benjamin Pavard joue défenseur central axe droit dans une défense à 3 au Bayern. Jules Koundé, la majorité des matchs, je pense qu'il les a joués en défenseur central cette année parce qu'il y avait pénurie de défenseurs centraux. Au Barça, pendant un moment, il y avait Arroyo qui était blessé, il y avait Eric Garcia qui était blessé, qui ne jouait jamais aussi. Donc, il a joué quand même globalement, défenseur central. Et comme tu dis, c'est un poste dans lequel il faut des automatismes, notamment sur les compensations, effectivement, avec l'attaquant droit. Et il faut savoir centrer. Dans les deux cas, Pavard, il s'est mettre des reprises de demi-volée. Centrer, bon, c'est. Voilà. Mais bon, Sagna a fait carrière sans savoir centrer non plus. Donc, c'est pas visiblement, c'est optionnel. Mais moi, je dirais que sans doute que pour compenser ce problème-là, il faut en équipe de France un attaquant droit, puisque tu as parlé de ce poste, qui soit capable d'avoir un volume défensif plus important
que l'a eu Ousmane Dembélé en Coupe du Monde et qu'il soit capable de faire ses compensations. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, à mon avis, plus que le poste d'arrière droit, l'installation de Kingsley Coman de manière durable au poste d'attaquant droit, lui qui a l'habitude de faire les allers-retours au Bayern pour compenser les montées de son piston droit, à mon avis, ça me semble le plus intéressant. Giancarlo? Ouais, bah, bon, au-delà du fait que c'est pas un sujet qui me passionne hein, des masses, vous avez quand même abordé pas mal de choses moi, que j'aurais développées. Là où je vous rejoins, bah, c'est que ça fait, ouais, comme tu l'as dit, depuis Sagnol, qu'on n'a pas de taulier au poste. Avant Thuram et avant Amoros, quoi. Et depuis, ce qu'on a eu de mieux, c'est Bakary Sagna en équipe de France. Donc, quand même, ça situe le niveau et l'écart qu'on peut avoir entre les trois premiers noms que j'ai cités et tout ce qu'il y a eu derrière. Après, là où je vous rejoins aussi, Mehdi, ce que tu as dit sur le système, c'est-à-dire que quand tu as des ailiers comme Coman, finalement, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des latéraux qui sont d'une très grande habilité technique, notamment sur les centres. Tu as plus besoin de latéraux qui ont une culture du replacement, et puis qui soient propres techniquement et qui sont bons dans les duels, quoi. Bon, et après, là où je ne suis pas complètement d'accord, c'est quand vous parlez beaucoup de formation d'arrière droit. Mais moi, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui forment vraiment des arrières droits ou des arrières gauches, d'ailleurs. Je pense que tous les arrières latéraux, ils sont passés dans leur formation jeune par d'autres postes avant. C'est-à-dire que tu deviens pas latéral, je vais dire, pas par dépit quand même, parce qu'on n'est pas, c'est pas comme quand tu fais la composition à la cour d'école, c'est pas pareil, mais tu passes forcément dans la formation, je pense, par d'autres cases, notamment au poste de défenseur central ou au poste d'attaquant pour ensuite pour être arrière latéral dans une équipe où tu trouves ta place comme ça, bah souvent parce que tu as d'autres meilleurs joueurs à ton poste, finalement, qui était ton poste de prédilection jusque-là. Donc moi, je suis pas sûr qu'il y ait de la pure formation derrière latéraux. C'est peut-être ce qui Ben, explique en partie il y a pas, aujourd'hui le déficit qu'il peut y avoir sur ce poste-là, hein. je pense qu'il y a un déficit parce qu'à la base, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont vraiment envie, une conviction de devenir latéral, quoi, tout simplement. Ben, Ouais. je pense que c'est vraiment ce que ça. disait Giancarlo. Il y en a aucun. Je rebondis sur ton fond d'écran, mais dans la Dream Team du Barça de Johan Cruyff, les arrières latéraux étaient tous des ailiers que Cruyff avait repositionnés Ah oui. Ah oui, tout à Ouais. fait, tout à fait. que ce soit Sergi, que ce soit Andoni Goicoechea. Voilà. Et puis je connais la passion de Dani pour ce joueur, donc je vais lui passer la main sur cette habile transition. Mais à l'époque, je connais sa passion pour l'Olympique de Marseille. À l'époque, sans doute, on aurait dû le naturaliser, ça nous aurait retirer une épine des pieds, mais voilà, Bounassar était un ailier droit fantastique qui a été reconverti arrière droit par Rudy Garcia, n'est-ce pas, Dani? C'est une Ouais, option tu parlais possible. de Jeje Okocha, tu parlais de Jeje Okocha, c'est ça? Bounassar. Ouais. Non, pour revenir au thème qui nous occupe euh, Qui nous et, passionne. et qui nous passionne, ouais, qui nous J'en passionne. fais Je suis pas un peu trop. comme Giancarlo, moi je suis passionné par ce thème. Mais en Hum. tout cas, l'équipe de France, pour répondre à ta question, aujourd'hui ne peut pas se passer d'un latéral droit. Moi, ça c'est mon avis. Pour deux raisons. La première, c'est que la structure de jeu défensive passe nécessairement par là, mais c'est surtout sur l'aspect offensif. Quand tu regardes les équipes aujourd'hui, elles alternent en fait des systèmes de jeu pendant le match. Elles ne jouent pas sur le même système de jeu les deux mi-temps, les 90 minutes. Elles alternent des moments de jeu. Et ces différences tactiques passent nécessairement par l'utilisation d'un latéral droit. On le voit sur plusieurs matchs, que ce soit en équipe nationale ou même en club, où le piston, justement, est intéressant pour dynamiser l'aspect offensif. Et la qualité du centre, forcément, est nécessaire. On le voit par exemple avec Cancelo, en équipe du Portugal, qui a un très bon latéral droit, qui a cette faculté, qui n'est pas utilisée à City. Mais pour répondre à la question que tu posais, moi je crois qu'aujourd'hui, l'équipe de France doit avoir un latéral droit.
Et pour moi, il n'y a pas de doute. Après, Celui en fait, clairement qui se détache aujourd'hui, c'est Benjamin Pavard. Voilà. La vraie Et question pour juste, moi, juste, c'est le profil du latéral droit. Et à mon avis, c'est ça alors, mais le vrai justement, débat. pour répondre, mais Mehdi, justement, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, et pour contrarier un peu ce que tu disais, Benjamin Pavard, j'ai vérifié ses chiffres cette année, il est titulaire 33 fois au Bayern, 20 fois il joue défenseur droit, ok, latéral droit, 20 fois, donc la majorité du temps. Tu disais le contraire tout à l'heure, mais les chiffres, en tout cas, que j'ai vus sur 2 sites que j'ai croisés, il est 20 fois titulaire en défense en latéral droit et effectivement 14 fois en défense centrale, mais à droite. Ouais, mais tu sais, j'ai Euh, toujours eu du mal avec les chiffres, et même quand il je faisais marque de la pas but politique. cette année. Donc il est sur une nouvelle dynamique. Mais quand tu regardes son jeu et l'évolution de son jeu, je trouve, sur cette année, et pour rejoindre un peu ce que disait Marc tout à l'heure, son jeu a beaucoup évolué. Et je trouve que sa position au Bayern et le contenu de son jeu est beaucoup plus dense aujourd'hui. Et pour moi, il n'y a aucun doute. Je pense que Pavard, il faut lui laisser une chance. Et je pense qu'actuellement, c'est la meilleure option qu'on a à ce poste-là. Alors, assez bizarrement, je ouais, te rejoins sur ça, pour des raisons différentes. C'est-à-dire que je pense que le côté fort tactiquement de l'équipe de France, c'est le côté gauche. Que du coup, sur le Ouais. côté gauche, on a un Théo Hernandez qui monte beaucoup pour prendre la profondeur dans le dos de Kylian Mbappé qui rentre pied droit, qui rentre faux pied. Et donc, du coup, on a besoin en défense que ça resserre côté droit, tu vois. Ça resserre pour avoir finalement Mm. en position, si on perd le ballon et qu'on est en position défensive sur une contre-attaque adverse, on est finalement trois défenseurs centraux. Et c'est le profil de Pavard. Tu vois, si ça monte côté gauche, lui il va compenser en se recentrant et on est à Mm. 3 centraux. Finalement, quelque chose qu'il a l'habitude de faire avec Upamecano, même s'il a pu jouer côté droit au Bayern. Et dans ce cadre-là, j'en reviens, même si j'adore footballistiquement Dembélé et ce qu'il peut apporter d'imprévisible sur un terrain. Je pense que les automatismes que peut avoir Pavard avec Coman ou le volume de jeu de Coman, c'est finalement quelque chose qui est Ouais. important sur ce couloir droit. Évidemment que la France a besoin d'un latéral droit, on ne va pas jouer sans latéral, surtout dans une défense à 4. Mais vraiment, la question, c'est quoi le profil de ce latéral? Qu'est-ce qu'on veut comme profil, quoi? j'ai cru que Daniel voulait que l'équipe de France joue à 10, du coup, quand il disait on ne peut pas se passer d'un latéral droit. Mais après, sur les options possibles, ouais, il y a un joueur qui joue au Milan, là, que je trouve plutôt bon, je pense qu'il faut surveiller parce que c'est une option qui est intéressante, c'est Kaloulou. Qui a fait toute la saison dernière. Ça a quand même été la bonne surprise en défense avec Tomori, quoi. Mais il a un profil qui est intéressant. Là où, par contre, il va pas apporter au même titre que les autres, c'est sur sa qualité de centre, quoi. Ouais, ouais, je te rejoins sur ça, notamment sur Kaloulou, effectivement. Et je crois qu'il avait été présélectionné. Il était dans la liste des présélectionnés de Didier Deschamps, mais il n'a pas été appelé pour ce rassemblement. Moi, je pense qu'il faut le voir parce que pour le coup, il me semble que dans les équipes de jeunes à l'Olympique Lyonnais, Kaloulou, il jouait aussi latéral droit. Enfin, il a une formation polyvalente, défenseur central latéral, mais il jouait déjà latéral droit dans les équipes de jeunes de Lyon. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai lorsque je l'avais dans Football Manager. Donc pour le coup, je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine expérience du poste, même s'il est jeune. Et puis, on est en train de tester des jeunes. C'est-à-dire, quand tu appelles Wesley Fofana, Axel Dizazi, pourquoi pas la régénérer avec Kalou. Après, Ouais, comme si tu dis, sur comme tu dis, Giancarlo, et là où tu as raison, c'est que, excuse-moi, juste, on n'a pas forcément besoin d'un latéral qui centre. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Et du coup, ben, l'équipe de France va passer à l'épreuve du feu ben, dès samedi, puisque leur premier match, c'est quasiment le match contre l'adversaire, le plus gros adversaire du groupe, puisqu'ils jouent contre les Pays-Bas. Qui donc s'est fait éliminer en quart de finale de la dernière Coupe du Monde 2-2. Au tir au but, eux aussi par l'Argentine, après avoir été mené 2-0 et être revenu à deux partout dans les derniers instants du match. Donc ça nous permet de faire la transition vers nos pronostics. Et donc bah, c'est Daniel qui va avoir la main en premier. France-Pays-Bas, quel est ton prono, Daniel? Comme ça, très rapidement, je pense que la France va s'imposer chez eux et je parie sur un 3-1 avec un doublé de Mbappé. Marc? Bon, d'abord, c'est un grand classique, hein, sur les 7 dernières années, ils se sont affrontés 6 fois.
Je dirais que c'est un match de reprise. Après, les Pays-Bas vont. Il y a deux pièces maîtresses qui seront absentes. Il y a De Jong, Frankie De Jong qui sera pas là. Et puis, le nom m'échappe, mais l'ailier de l'Ajax, l'ailier gauche de l'Ajax, là, qui a un nom imprononçable. En tout cas, ne sera pas là non plus. Je dirais une victoire à l'arraché des Français 2-1. Parce que c'est un match de reprise, hein. C'est un match après post-Coupe du Monde, déception quand même en finale. Ça va pas être si simple. Giancarlo ou Bibi pour les intimes, parce que les auditeurs ont le droit de savoir. Giancarlo. Moi, je pense que la France va pas avoir un match si facile. Bon, je sais pas ce que vous avez dit, hein, mais Non? je suis pas sûr, moi, je suis pas sûr qu'ils gagnent leur premier match en reprise. Moi, je vois un match nul. Moi, je dirais ouais, deux partout. Deux partout, parce qu'il y a quand même Kiki hein, qui va nous faire quelque chose, évidemment. Mais ouais, deux partout. Alors moi, je vois pas un match facile aussi. Par contre, je trouve que les Pays-Bas, s'il y a quelque chose qu'ils ont, ils affichent une certaine faiblesse défensive. On voit que Van Dijk, il a du mal à retrouver son niveau. Et donc, ça risque de faire un peu mal face à Kiki. Alors, je sais pas si c'est Giroud ou Kolo Muani qui va débuter. J'hésite entre le match nul et une victoire très courte de la France, mais bon, je vais dire un match assez. Je vais dire une victoire 2-1 des Français. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà dit 2-1. Voilà, Ouais. c'est ce que j'ai dit. Ah, bah alors À 3-2, allez. l'OGC, quoi. 3-2, soyons fous. Soyons fous. 3-2, victoire de la France. Ouais, je sais pas. Mais bah, par contre, on va te laisser la main, Giancarlo, parce que le prochain match, il est pour Ah, toi, puisque l'Italie reçoit l'Angleterre. Donc, c'est toi le spécialiste du football italien. Parfait. Donc, Ok. Giancarlo, Ouais, bah, comme pour la France, hein, d'emblée, gros match hein, entre les deux cadors du groupe. Hein. Bon, même si pour l'Italie, la Macédoine, maintenant, ça va être un cador. Hein. Il va falloir, ouais, il va falloir gérer le truc correctement. Euh, j'avais hâte de voir cette première liste-là. C'est intéressant parce qu'il y a quelques nouveaux joueurs qui sont intégrés. Hein. Bon, il y a le défenseur du Torino, là, Buongiorno, qui est appelé pour la première fois. Et surtout en attaque. Et c'est là-dessus, hein, quand petit à petit, il y a quelque chose qui se reconstruit en équipe d'Italie, mais où c'était compliqué parce que Ciro Immobilier, bon, moi je trouve qu'il ne présente pas toutes les garanties nécessaires, notamment sur les grosses compétitions internationales, même s'il a fait un bon euro la dernière fois, pour pouvoir passer un cran supplémentaire. Donc il y a Matteo Retegui qui a été appelé, donc, qui joue en championnat argentin donc qui est un avant-centre italo-argentin. Et moi, je pense que il va apporter ce qui manquait là, à cette équipe d'Italie. Bon, bah, après, sur le match contre l'Angleterre, on ne perd pas. Ça fait sur les matchs en jeu, on ne perd pas contre l'Angleterre, ni à l'Euro 2012, ni à la Coupe du Monde 2014, ni en Ligue des Nations, ni en finale de l'Euro. Bon, du coup, ça fait très longtemps que l'Angleterre n'a pas tapé l'Italie. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête pour ce match. Donc moi je vois une victoire de l'Italie assez courte, mais moi je vois une victoire de l'Italie 2-1 avec un premier but de Retegui s'il rentre, j'espère, en fin de match. ok. Et donc, c'est moi qui enchaîne. On va finir en dernier à chaque fois. Je reconnais bien la passion de Giancarlo pour les attaquants qui s'appelle Matteo, mais je ne connais pas cette personne. Je ne sais pas de qui tu parles. Je ne sais pas qui est ce joueur. Et Bref. regarde, il Voilà, joue je au sais pas. Tigre, il joue, Je, il joue au Tigre je en sais pas qui est Argentine. cette personne. Mais bon, bref, écoute, moi, on va faire vite. Je vais dire un partout pour l'Italie parce qu'on l'a vu pendant la Coupe du Monde que l'Angleterre, un ils étaient partout pour vraiment l'Italie. pas. Pour Un, l'Italie, un- ouais, pour un la partout pour l'Italie, victoire. c'est gros, hein. C'est énorme cette phrase. Parce que l'Angleterre, on a vu pendant la Coupe du Monde qu'ils sont durs à jouer. À toi, Marc. Donc, c'est quoi ton prono? J'ai pas entendu avec nos. Un Partout pour partout. l'Italie. Un partout pour l'Italie. Parfait. Oui, c'est ça. Moi, Ouais, j'ai moi. un autre prono, moi. Moi, j'ai un autre prono, moi. Quoi, notre prono? Vas-y. Ouais, mais c'est pas à toi, mec, c'est à Marc. Ah, merde. Ben, moi, il y a deux choses. On n'a pas développé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'Italie, j'ai regardé quelques matchs aussi, et on me paraît très faible. Donc, mais en même temps, ils ont loupé une grande compétition internationale. Là, ils peuvent pas, tu sais, ils peuvent pas repartir
en démarrant difficilement contre les Anglais. Ça ne va pas être un match simple, mais je ne les vois pas perdre, comme Giancarlo le disait, parce que c'est vrai que contre les Anglais, en général, ça se passe bien. Mais je pense qu'ils vont l'emporter 1-0. Un petit but comme ça de raccro. À l'italienne, donc. Ouais. Dany? Moi, je pense que ça va être la surprise. L'Angleterre va battre l'Italie. J'étais sûr que tu allais dire ça, toi. Et combien? Je pense qu'ils vont les battre. Et ça va se faire à la fin. Et ça va être vraiment à l'italienne. Ils vont gagner 1-0. Ok, tout ça est dans la boîte. Et on passe maintenant à la séquence que toute la France nous envie, c'est-à-dire le prono contre triple sur le match improbable de la semaine. Donc, on va parler Ça compte triple. d'une superbe affiche samedi. Donc, un Moldavie-Île Féroé qui fait frémir tous les supporters et tous les supporters de Scandinavie. Donc, Scandinavie. Ça veut dire que tout le monde s'en fout. Donc, c'est à moi de démarrer. Donc, deux équipes que j'ai beaucoup suivies ces dernières années, notamment la Moldavie. Hein, vraiment, Chisinau est une ville qui me passionne. Bon, je pense que l'ossature de l'équipe nationale moldave, ils vont s'appuyer sur les bons résultats du shérif Tiraspol sur ces dernières années en Coupe d'Europe. Et je pense que voilà, ils vont exploser les îles Féroé 5-0. À toi, Marc. Alors, non, mais on voit que ce sont des équipes que tu ne suis pas vraiment. Parce que moi, je les suis depuis un moment. Et les deux, c'est marrant qu'elles se rencontrent. J'ai dit c'est à Marc. J'ai pas non, mais on va laisser parce que je pense que Gian, il a bien bossé le sujet. Allez, vas-y, Gian. Pardon, je n'avais pas entendu. C'était pour moi. Vas-y. Vas-y, Giancarlo. Allez, je déroule alors. La Moldavie, en fait, c'est juste, en termes de niveau, c'est juste au-dessus du Liechtenstein et de l'Andorre. Tu vois. Donc, ce sont deux équipes qu'ils ont battues, 2-0 et 2-1 dans les 5 derniers matchs. Par contre, ils ont pris 5 pions contre la Roumanie. Bon, même si la Roumanie, bon, ça commence à... Et ils ont perdu 2-1 contre l'Azerbaïdjan. Donc, moi, je pense que c'est juste au-dessus. Mais par contre, les îles Féroé, c'est une équipe qui est capable de battre la Turquie, de battre la Lituanie. Bon, la République tchèque, c'est un peu trop haut pour eux. Ils sont un petit peu en galère. Donc, je pense que c'est l'inverse. C'est les îles Féroé qui vont exploser la Moldavie 3-0 à Chisinau. Vraiment, on sent un débat passionné sur cette question. Marc, Daniel, vous ne battez pas pour avoir la parole. Bon, vas-y, Daniel. Marc, vas-y, Marc, non, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est un match qui ne me passionne pas. Je pense qu'il passionne peu de monde, à part d'être natif des îles Féroé ou Macédoine. J'ai strictement aucune idée. Je me fie à ce que dit Giancarlo, c'est-à-dire les statistiques. Je connais un peu plus les îles Féroé que la Macédoine. Je dirais les îles Féroé. La Moldavie. La Moldavie. Et j'ai dit quoi? La Macédoine. Tu paries pas sur la bonne équipe. Je pense que ça vaut le 1 partout pour l'Italie. Mais... Un peu, c'est comme si tu confondais le Portugal et la Suisse. Quoi. je dirais 2-0 pour les îles Féroé. On frétille. Il me tarde de faire le débrief de ce match. Daniel? Bah écoute, non, moi je suis un peu comme vous, je suis passionné par ce groupe surtout. Je rappelle que dans ce groupe, il y a l'Albanie, les îles Féroé, la Moldavie, la Pologne et la République tchèque. C'est quand même le groupe de la mort. Le groupe de la mort. Le groupe de la mort. Voilà, c'est le groupe de la muerte. Non, j'ai regardé juste l'historique. Ils se sont rencontrés déjà 2 fois. Moldavie et Féroé. Donc ça aboutit à un nul et une victoire des îles Féroé. Ouais, donc moi je vais mettre une pièce sur les îles Féroé. Ouais, je vais mettre une pièce sur les îles Féroé, moi. Je vais parier sur un 1-0. Vous me décevez, vous faites comme s'il n'y avait pas de tradition de la formation en Moldavie. Alors, je vous rappelle que le plus grand joueur moldave, c'est Igor Dobrovolski, qui a joué à l'Olympique de Marseille en 94. Voilà, il était moldave. Il était moldave. Il était russe à l'époque, mais il était moldave. Bon, je pense qu'on a fait une grande émission d'un point de vue du name dropping. On a même cité Dobrovolski. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à très bientôt sur les antennes de la French Radio. Bonne semaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Allez, à très vite. Ciao les amis. La French Radio. Portugal.